Alors bonjour à tous, merci pour l'accueil et l'organisation de la part des équipes de Maurice et de Vertical M2M. C'est très agréable d'être avec vous aujourd'hui. Je remplace au pied levé un de mes collègues, alors j'espère que je ne vais pas trop balbutier et que je vais pouvoir vous donner des informations assez pertinentes, donc soyez plutôt compréhensifs. Moi je vais essayer de vous donner un point de vue opérateur qui est celui d'SFR, donc gardez plutôt la tête et les pieds sur terre contrairement à Kineis, pour vous parler de tout ce qui est connectivité terrestre. Je voulais faire, pour commencer, un tout petit point sur le marché. Alors aujourd'hui, on parle de environ 36 milliards d'objets connectés fin 2021. C'est un chiffre comme un autre. Ça varie entre 18 milliards et 78 milliards. Ça dépend du filaire, du non-filaire. On parlait de M2M avant-hier. On parlait d'IoT hier, qui était tout objet connecté à Internet et qui envoyait et qui échangeait des données. Aujourd'hui, on va parler de tout objet connecté qui a une certaine intelligence, qui va pouvoir être enrichi avec du logiciel, avec de l'intelligence embarquée, qui va pouvoir être autonome, qui va pouvoir être autoguidé, qui va faire un peu sa vie, qui va pouvoir même apprendre des choses avec le machine learning. Et surtout, ça va servir à quand même avoir des besoins basiques, enfin servir des besoins basiques qui sont mesurés, détectés, alertés, pour remonter des informations, mais aussi il va pouvoir optimiser, améliorer la vie de l'environnement, la vie des citoyens, prévenir et maintenir. C'est un marché qui est en pleine évolution. Les Nations Unies l'ont placé parmi les 11 technologies de rupture. Alors les autres technologies de rupture, c'est par exemple le blockchain, c'est les nanotechnologies, la 5G en fait partie aussi. Ça va être les impressions 3D, ça va être le big data. Après, l'IoT en 2030 ou 2050 va avoir 50% après de tout ce marché des technologies dites de rupture. On a deux piliers qui sont intéressants aussi dans l'IoT, qui sont l'environnement, on l'a vu avec Wateco, alors sur la partie transition énergétique, et la cybersécurité qui est maintenant au centre des débats, notamment sur la guerre en Ukraine. On a vu que les Russes avaient pris la main sur des objets plus ou moins connectés. Donc de l'objet au point d'entrée dans les clouds, c'est là où la cybersécurité va avoir son enjeu global. Les objets sont très divers, les technologies sont vraiment multiples, les acteurs sont nombreux, il y a beaucoup d'acteurs de niche aujourd'hui. On va attendre une consolidation dans les 2 ou 3 ans qui vont arriver. Parce qu'on ne pourra pas continuer, par exemple, avec 620 plateformes de gestion des objets connectés dans le monde. Donc, il va y avoir vraiment une vraie consolidation. Puis, on s'aperçoit aussi, nous, de notre côté, qu'il y a beaucoup de besoins clients qui ne sont pas forcément cadrés, qui sont aussi très spécifiques. On a affaire, par exemple, à des marchés publics qui veulent des capteurs de qualité d'air avec 3 diodes qui sont vertes, orange, rouge. Il y en a d'autres qui le veulent avec orange et rose. Petit, pas petit, autonome, pas autonome. Donc ça peut poser des problèmes et ça jouera un rôle par rapport à ce que je vais vous dire après. Pour nous, 2022, ça va vraiment être une année charnière pour l'IoT. Notamment suite aux annonces récentes d'opérateurs, notamment en France, sur l'arrêt de certaines technologies, comme LoRa, comme Sigfox. Il y a aussi la 2G, la 3G, sur lesquelles il va falloir se préparer, qui peuvent être utilisées dans des besoins IoT. Et il va falloir qu'on commence à travailler, à collaborer avec nos clients pour faire un shift sur d'autres technologies. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous partager ce qui nous paraît important quand on parle d'IoT et quand on parle de faire le bon choix. Alors la connectivité, la continuité de service, c'est tout l'objet de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc j'ai quelques slides derrière qui pourront avoir un peu plus de détails. On a parlé de la sécurisation, voilà, de bout en bout. Nous, toutes les données sont sécurisées sur notre réseau, bien sûr. On a une extension de notre réseau qui est dans la carte SIM et qui se trouve dans l'objet connecté. Donc là aussi, qui sont chiffrés qui sont sécurisés avec des clés de chiffrage. Donc de notre côté, oui. Mais on souhaite que ça aille un peu plus loin pour rassurer nos clients et pour s'assurer que, encore une fois, de bout en bout, ça puisse être complètement, les données transportées puissent être confidentielles. Alors bien sûr, on ne va pas s'intéresser forcément aux données de température qui remontent toutes les 2-3 minutes. Ça, c'est confidentiel, mais sans plus. Quand on parle de 5G, quand on parle d'IoT avec plus haut débit, là, on va commencer à aller sur les vidéocaméras, sur les drones, et c'est là où ça va prendre tout son poids. Informer pour mieux collaborer. On s'aperçoit notamment que dans les villes, c'est intéressant d'informer les concitoyens, de savoir ce qui se passe au niveau de l'IoT. Rappelez-vous, l'objet connecté peut être aussi une caméra, peut être aussi un drone. Donc il est important qu'il n'y ait pas de psychose autour de l'IoT et qu'on puisse rassurer pour leur dire que c'est pour leur bien-être.
c'est pour justement faire des économies d'énergie, par exemple, et assurer une certaine transition énergétique. Et puis nous, on est un opérateur, donc on préfère aujourd'hui travailler avec des spécialistes pour co-créer, co-développer des solutions. Donc par exemple avec Vertical M2M, qui sont des spécialistes sur plutôt les plateformes de gestion de données. Voilà, donc, et avec nos clients aussi, pour essayer de standardiser un peu leurs besoins et pouvoir les répliquer à l'avenir. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On cherche vraiment à essayer de discuter avec eux, d'initier des discussions, des débats, des brainstorming pour vraiment savoir ce qu'ils veulent. Et notamment, on commence à préparer l'avènement de la 5G qui va avoir un impact fort au niveau de l'IoT. On a quand même un prérequis parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de technologies qui sont l'interopérabilité des systèmes et des plateformes. Alors là, très lâchement, je ne vais pas aller sur ce terrain parce que je crois qu'il y a eu un très bon article du Journal du Net qui est sorti il y a 1 ou 2 jours. Donc je vous conseille de le lire. Moi, je l'ai lu hier et je l'ai trouvé très intéressant. Donc là, je ne vais rien dire. Et puis le dernier point, c'est avoir des objectifs très clairs de la part des villes, de la part des clients, justement en termes de ROI, pour mieux maîtriser les coûts. Si vous n'avez pas d'objectif clair à la fin sur la réduction de l'économie d'énergie, sur la réduction du temps de travail, sur l'impact sur le côté opérationnel, bah, du coup on n'arrivera à rien dans un projet IoT. La chaîne de valeur SFR aujourd'hui, telle qu'on la connaît, donc on a sur la partie collectée, donc ça c'est toute la partie des objets. Donc on a référencé, nous pour commencer, un fournisseur d'objets sur NB-IoT, puisqu'on a été les premiers à lancer le NB-IoT en France. Donc on va sortir un catalogue qui sera à disposition de nos clients. Et l'idée, c'est de mettre nos cartes SIM dans ces objets pour assurer des solutions extrêmement simples d'IoT. Et quelques-uns de ces objets sont déjà intégrés dans la plateforme Vertical M2M. Ensuite, sur toute la partie en rouge ici, qui est l'IoT Connect, donc là, c'est le transport des données qui part des objets et qui vont aller vers des plateformes de données ou directement vers des clouds, soit via API, soit par des réseaux tiers. Donc, transporter les données sur tous les réseaux à disposition et qui sont délivrés par SFR. Et on gère aussi, bien sûr, la connectivité. C'est ce qu'on a toujours fait sur la partie mobile. C'est ce qu'on va continuer à faire sur la partie IoT. Notre plateforme s'appelle SmartWeb. Enfin, ce qu'il faut juste savoir, c'est que le client est complètement autonome sur la gestion du cycle de vie de sa connectivité. Et donc, on préfère se concentrer sur des services plus à valeur ajoutée plutôt que cette partie-là et d'essayer toute l'autonomie et de digitaliser nos parcours. Et sur le dernier point, qui est l'IoT Place, donc la gestion des données métiers, on sait très bien que dans l'IoT, la data est clé. Parce que la data, il faut la collecter, il faut la récupérer, il faut l'analyser, il faut la restituer pour permettre aux clients de prendre les bonnes décisions et optimiser leurs environnements. Là, je vous propose de faire un petit point sur les technologies. Alors là, c'est un focus de toutes les technologies SFR qu'on a mis en place ou qu'on va mettre en place. Alors juste une petite information, vous voyez le LTEM, c'est assez nouveau pour SFR. On va lancer le LTEM dans quelques mois. Donc on aura vraiment nos 2 réseaux basse consommation portée qui vont être là. Et fin 2022, on aura une couverture de la population en NB-IoT et en LTEM de 99% et environ 80% du territoire. Donc c'est pas forcément communiqué de manière très large, mais en tout cas, c'est une information qu'on voulait partager aujourd'hui. Donc sur la partie gauche, vous voyez le NB-IoT et le LTEM, donc ça ce sont les 2 réseaux basse consommation. Alors ils sont assez similaires ces réseaux, ils ont notamment 5 choses en commun, donc c'est des réseaux qui sont bidirectionnels, donc ça permet de recevoir des informations et d'agir sur les objets. Ça, c'est une première chose. Ils sont longue portée, ils sont basse consommation. On parlait tout à l'heure de capteurs qui allaient jusqu'à 10 ans. Ces capteurs NB-IoT et LTEM vont aussi jusqu'à 5 à 10 ans. Donc ça dépend de la fréquence des données qui sont remontées par le capteur. Ça dépend aussi du signal radio, là où est placé le capteur. C'est des réseaux qui sont 5G ready, parce que c'est des réseaux qui sont licenciés, ils sont normés par la 3GPP. Et c'est des réseaux aussi qui sont sécurisés puisque le NB-IoT se trouve sur des bandes 2G, 4G, le LTEM se trouve sur des bandes 4G, et donc la sécurité qui est associée à ces réseaux, c'est ISO, les réseaux 4G aujourd'hui mobiles. Donc ça, c'est très important de noter ces similarités. Il y a quand même quelques différences.
Il y a quand même quelques différences. Alors sur le LTEM, c'est un réseau qui se prête plus à des notions de mobilité, puisqu'il y a au niveau des cellules, il y a une reconnexion automatique. C'est un peu plus limité au niveau du L-by-OT. Le LTEM aussi a un débit un peu plus important et une latence un peu plus faible que le N-by-OT. Par contre, si vous avez besoin de mettre des capteurs dans des bâtiments et dans des sous-sols, le N-by-OT s'y prête beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle le deep indoor versus le indoor côté LTEM. Et une dernière petite différence, c'est sur le coût des modules. Donc le coût des modules N-by-OT est moins cher que le coût des modules LTEM. Donc ça, ce sera à prendre en compte dans un projet N-by-OT, même si c'est quelques euros. Mais quand on parle d'IoT, on parle de volume. Et à un moment donné, ça pourra quand même être très important dans le budget. Donc, pour résumer, le N-by-OT, c'est efficace, c'est simple, mais pour des besoins statiques. Donc ça va être sur les bâtiments connectés, ça va être sur les villes intelligentes et durables. Donc les smart cities, ça va être pour du monitoring, du contrôle, donc vraiment des remontées d'informations simples, régulières, de la maintenance prédictive aussi. Par contre, le LTEM va être sur un peu plus mobile, un peu plus de haut débit. Pareil, là aussi, sur les villes intelligentes et durables, pour notamment la sécurité, des besoins de sécurité très simples. On parle de LTEM pour l'agriculture aussi, parce qu'on va certainement avoir besoin d'avoir des données sur l'agriculture qui vont devoir remonter. Et sur la partie droite de cette planche, donc là, vous voyez le machine-to-machine. Alors, ce machine-to-machine, ici, c'est plutôt le 2G, 3G. On a la 4G et bien sûr, on a sorti la 5G NSA, la 5G SA. Donc là, c'est tout ce qui est performance, c'est tout ce qui est critique et tout ce qui est très haut débit. Et je vais m'arrêter quelques instants sur la 5G. Je pense que c'est important de faire un petit point sur la 5G. Donc aujourd'hui, on déploie, les opérateurs déploient en France un réseau 5G NSA qui est non standalone. Donc c'est sur un cœur de réseau 4G. Donc ça, c'est là pour améliorer vraiment le débit de ce que vous pouvez faire avec vos terminaux, avec les devices. Dans un an environ, peut-être un peu plus, on va mettre en place un réseau 5G SA, donc standalone, où c'est là où vous allez voir les débits multipliés par 10 par rapport à la 4G, une latence divisée par 10 par rapport à la 4G, et surtout ce qu'on appelle le massive IoT, donc un nombre d'objets qui va être là aussi multiplié par 10, voire plus, multiplié par 100 par rapport à la 4G d'aujourd'hui. Donc ça va permettre de faire plusieurs choses, ça va permettre de faire notamment du critical IoT, les drones vont en avoir besoin, la téléchirurgie, je préfère personnellement être opéré avec de la 5G SA plutôt que de la 2G ou de la 3G. Donc ça, c'est l'analyse vidéo aussi, parce qu'on s'aperçoit que plus ces objets vont être intelligents, beaucoup plus que nous certainement, puisqu'ils vont avoir de l'intelligence artificielle, ils vont avoir du machine learning, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont arriver très très vite et en même temps, et c'est là où on va avoir besoin de toute cette intelligence artificielle qui va nous aider à traiter ces informations. Le Massive IoT, voilà, ça c'est pour les smart cities qui vont, là aussi, 50% des citoyens du monde vont bientôt habiter dans les villes. Ils vont avoir besoin de connexion. Aujourd'hui, on parlait à peu près de 50 appareils connectés par foyer. On sait qu'en Chine, c'est déjà monté à 100. Et on voit qu'ils vont devoir tous, en plus des capteurs de la ville, être connectés en même temps. L'usine intelligente, on y arrive. On était il y a quelques années sur l'usine 3.0 qui était l'automatisation des processus. On arrive sur l'usine 4.0 qui est l'usine vraiment connectée et intelligente. Ne parlons pas de tout ce qui est véhicules connectés qui vont avoir besoin d'avoir une latence très faible pour éviter de se rentrer dedans, bien sûr. Donc voilà, avec la 5G SA, on va avoir du slicing, donc de la qualité de service qui va être différenciée. Et on va avoir aussi un aspect de sécurité en plus qui va arriver, ce qu'on appelle la protection par intégrité. C'est voilà, le chiffrement, c'est on ne regarde pas vos messages. La protection par intégrité, on ne peut même pas les modifier. Donc personnellement, je pense que la 5G SA va apporter beaucoup à l'IoT, soit directement par le réseau par lui-même, soit aussi par les réseaux 5G privés. Ce n'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui, mais je pense qu'il faut garder un œil sur la 5G privée et s'y préparer dès maintenant. Ça, c'est juste un petit snapshot pour vous montrer un peu les réseaux bas débit, donc LTEM et N-by-OT qui ont été déployés dans le monde. Il y en a à peu près 170. Donc ça vous donne un peu l'ampleur de tous ces déploiements, et notamment en Asie et puis aux États-Unis. En Europe aussi, il y a beaucoup de réseaux. Donc ça, c'est un document GSMA qui est bien sûr disponible, mais je suis sûr que vous connaissez cette carte par cœur. Alors,
encore une fois, on se place aussi, là en tant qu'opérateur, on souhaite pouvoir accompagner et conseiller nos clients, mais en aucun cas forcément délivrer une solution bout en bout. Donc on a bien sûr notre réseau et nos réseaux qui sont quand même assez robustes en termes de qualité de service. On n'a pas forcément à rougir par rapport à d'autres réseaux en France. On a aussi des plateformes de test, si vous voulez tester vos capteurs, quel que soit le réseau. Et puis on peut valider des capteurs. On a aussi un showroom qui a été mis en place dans notre site de Ballard. Là, vous pouvez tester déjà la 5G. Le LTEM sera mis en place dans un mois, je pense. Et puis la 5G SA qui arrivera donc plutôt, on va dire, dans un an pour test. On a un savoir-faire intégrateur. Alors ce savoir-faire intégrateur, on l'a notamment hérité du fixe chez SFR. On l'a hérité aussi de la collaboration avec des partenaires, avec des équipementiers, puisqu'on a dû intégrer tous ces équipements dans nos réseaux mobiles. Et donc de là est né notre savoir-faire intégrateur pour s'assurer qu'effectivement ça fonctionne entre les deux univers et entre les deux environnements. Et je vous parlais de cybersécurité. Là aussi, on a une solution de ICT qui nous permet d'avoir une vue sur le endpoint, parce que l'objet connecté en lui-même, c'est celui-ci qu'on doit commencer à sécuriser, et ensuite pour que ça passe sur notre réseau, et ensuite sécuriser les points. Donc là, on se sert de l'expertise de nos experts ICT et cybersécurité. Aujourd'hui, je vous parlais de 5G NSA. Je vous parlais de 5G SA. On a vu qu'il y avait beaucoup de technologies. Alors, je ne les ai pas toutes citées, mais il y a le Z-Wave, le Zigbee, le Bluetooth. Enfin bref, il y en a quand même beaucoup. Ce qui m'amène à dire qu'il ne faut pas avoir peur de pouvoir mixer. Il ne faut pas tomber dans le piège d'aller sur une technologie. Je pense qu'il est intéressant de pouvoir mixer plusieurs technologies en même temps. Je prendrai notamment l'exemple sur la vidéosurveillance. On a mis en place dans notre showroom, on a une caméra qui est plutôt en 4K et qui est reliée à un bouton de panique. Et à partir du moment, donc il y a des images qui arrivent qui sont plutôt très bas débit, parce qu'on sait que la vidéosurveillance est excessivement consommatrice de débit et de data. Et donc très bas débit, très mauvaise qualité. Par contre, à partir du moment où il y a un bouton panique qui est sur lequel on appuie, ça passe en 5G, ça passe en 4K, ça permet de faire des levées de doute. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur vraiment de mixer toute technologie dans les solutions bout en bout IoT. Je vais vous les passer vraiment très rapidement. On a passé de l'usine 4.0 à l'usine 3.0, enfin 3.0 à 4.0, pardon. Ce qui me vient en tête, c'est par exemple les petits robots qui se baladent dans les entrepôts Amazon, qui ont besoin de savoir où ils vont, qui ont besoin de savoir ce qu'ils doivent faire. On a récemment aussi, on parlait d'Airbus, je crois tout à l'heure, mais il y a une petite vidéo que j'ai vue où ils ont des outils connectés. Ils ont aussi de la vidéo pour faire du computer vision, donc ça c'est quelque chose qu'on peut commencer à faire dès maintenant. On a besoin de débit essentiellement pour le faire, plutôt que d'attendre la latence et de la 5G SA. Donc voilà, on peut commencer dès aujourd'hui à travailler des solutions. Au niveau du retail, c'est plus sur la partie inventaire que ça va jouer son rôle au niveau de la 5G SA. C'est avoir des inventaires en temps réel qui vont permettre de savoir exactement ce qui reste en stock, ce qu'il faudra remettre en magasin. Et donc c'est plutôt aussi de la surveillance à distance. Smart City, on en a déjà beaucoup parlé. Et sur l'éducation et la formation, la réalité augmentée, ça joue son rôle. La réalité virtuelle aussi, ça a été aussi boosté pendant la pandémie. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à prendre en compte. Ça donne aussi ce haut débit de la 5G NSA, la possibilité d'interagir avec toutes les personnes qui vont être liées dans ces cours et dans ces formations. Je voulais juste finir avec un petit slide qui était achat besoin d'une solution. Donc je vous ai dit tout à l'heure que on travaillait avec des partenaires, donc notamment, si je prends dans le sens des aiguilles d'une montre, on commence à discuter, on a commencé à discuter depuis pas mal de temps avec une société qui fait des plans de vol pour les drones. Alors on sait que les drones,
vont avoir, aujourd'hui aux États-Unis, ils servent à aller d'un hôpital à un autre pour transporter des poches de sang, par exemple. Ils ont servi, il n'y a pas si longtemps que ça, à apporter un défibrillateur en Suède pour sauver une personne. Alors ces drones aujourd'hui vont me dire, oui, quel est le lien avec la 5G? Alors, pas beaucoup parce que ça vole sur des radiofréquences, donc pas forcément sur notre réseau, sauf que aujourd'hui, si on met une petite caméra embarquée sur ces drones, ça va servir à envoyer des images 4K via le réseau 5G. Ces drones, ils volent à peu près 100 mètres, donc on va certainement avoir des réseaux qui vont permettre de pouvoir récupérer ces images dès qu'ils vont descendre en dessous d'un certain seuil. On va avoir aussi une obligation de récupérer la position de ces drones, parce que bivelo, ça veut dire que vous ne les voyez plus. Et donc, nous, on va avoir une obligation, je pense, fin 2022 ou fin 2023, de devoir les identifier sur nos réseaux cellulaires pour savoir où ils sont. Et puis bien sûr, les plans de vol sont importants pour éviter que ils aillent dans un pylône, ils aillent dans un bâtiment, donc qu'on sache et qu'on puisse prévoir le fait que ce drone va avoir une route très bien tracée, sans encombre, et qui va pouvoir faire le job. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde très attentivement. La protection des biens et des bâtiments, donc là on parle de smart building, ça peut être les musées par exemple sur le contrôle de l'hygrométrie et de la température dans les sous-sols pour s'assurer que, ou dans les hôpitaux aussi, pour s'assurer que les médicaments sont à bonne température, que les objets rares sont à bonne température aussi. Donc ça c'est important. L'environnement, on en a parlé, et notamment on travaille beaucoup avec les marchés publics sur les établissements qui reçoivent du public, donc les ERP. Donc là ça va être soit des capteurs standards, soit des capteurs sur mesure. Là encore, il y a une réglementation française qui impose d'avoir des capteurs de particules fines, des capteurs de CO2, donc c'est quand même extrêmement complexe. Sur la partie un peu plus industrie, on a le travailleur isolé. Donc ça, c'est je suis tout seul, je tombe. Ça va envoyer une alerte, on va pouvoir faire de l'écoute passive. Donc là, on le considère aussi comme de l'IoT, puisqu'on met des cartes SIM dans des boîtiers qui sont à la ceinture des travailleurs. Les économies d'énergie, bien sûr, encore une fois, sur les smart cities, on considère que 42%, grosso modo, des dépenses d'une ville sont sur l'éclairage public. Donc à partir de ce moment-là, si on arrive à faire baisser cette consommation d'énergie en mettant soit des capteurs pour éteindre les lampadaires, soit en les connectant avec des LED et en faisant varier la luminosité, si jamais il n'y a personne, ça ne sert à rien qu'ils soient allumés. Il y a aussi des études pour donner la main aux citoyens, aux concitoyens, de pouvoir faire un switch on, switch off de ces lampadaires. Ça permet de les rassurer, de savoir qu'ils peuvent avoir le contrôle de tout ça, et en même temps les inciter à faire des économies. On parle de décarbonation de la ville aussi. On a des solutions pour mettre des capteurs sur les feux tricolores qui vont du coup mesurer un peu le trafic, qui vont permettre de donner des informations aux villes pour soit changer les itinéraires, soit faire varier la longueur d'attente au feu. Les tracking d'équipement, bien sûr, ça c'est plutôt classique. Et puis la gestion de flotte de véhicules avec des capteurs, donc là LTEM par exemple, qui vont être dans des véhicules. On parle beaucoup de ça sur l'éco-conduite notamment, et qui vont permettre, encore une fois, d'assurer le bien-être des concitoyens. Et la vidéosurveillance, on en parle aussi beaucoup. C'est un peu plus compliqué, la vidéosurveillance. Aujourd'hui, on a très peu de vidéos connectées 5G dans le monde. Je crois qu'il y en a une ou deux. Donc, on va attendre un petit peu avant de mettre des vidéos connectées. En plus, encore une fois, ça prend beaucoup de bandes passantes. Mais on continue de le regarder parce que c'est un poste extrêmement important, notamment dans les villes. Et là, je ne vous parle pas de verbalisation automatique. Hein. Ça, c'est pas notre truc. Mais bon, si on nous le demande, on ira peut-être quand même. Donc voilà. Alors moi, ma petite question pour vous, c'est nous, bien sûr, on a notre vision de l'IoT aujourd'hui, ou ce qu'elle était hier, ou ce qu'elle va être demain. Mais ma question pour vous, c'est comment vous voyez l'IoT aujourd'hui en 2022, et selon vous, en 2024, quand la 5G SA avec la 5G IoT, la 5G privée va être lancée. Quel est selon vous cet apport et comment ça va évoluer? Merci Valérie pour cette intervention. On peut applaudir, je pense, l'intervention. Merci. Donc il y a une question qui est posée au public. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont eux-mêmes des questions à poser et des réponses à apporter, sachant qu'on aura tout à l'heure une table ronde qui parle justement de ce questionnement autour de l'avenir de l'IoT et de l'évolution de l'IoT.
Alors soyez gentils, hein, parce que... Elle est Ah tout bon, à ça fait va, agréable, vous allez voir. Donc nous, on est fabricant de matériel, on a des connexions cellulaires. Effectivement, nous, l'apport de la 5G, au-delà du débit, etc., parce qu'on n'a pas forcément besoin de plus que ce qu'on a aujourd'hui en 4G, c'est le slicing. C'est des choses qu'on nous demande maintenant dans pas mal de projets où on veut prioriser, notamment quand on a des gros événements. On va avoir beaucoup de monde et on ne peut pas garantir que notre équipement va fonctionner de façon correcte. Le slicing, ça sera quelque chose qui sera déployé forcément avec du SA ou ça peut être aussi sur réseau existant. Est-ce qu'il faut attendre la 5G SA pour avoir le slicing ou est-ce que ce sera quelque chose qui sera disponible assez rapidement dans les déploiements actuels? Alors, de mémoire, on a une obligation en tant qu'opérateur de déployer du slicing à fin 2023. Donc, alors, est-ce qu'on va le faire avant? On pourra certainement le tester avant sur des expérimentations sur des POC, par exemple. Mais quoi qu'il arrive, on aura une obligation de déployer du slicing fin 2023. D'accord, bah, parfait. C'est une très bonne nouvelle. Merci. Une question? Bonjour, je suis enseignant dans une école d'ingénieurs et je voulais savoir, il y a des moyens de prototyper sur du NB-IoT facilement pour l'éducation? De quoi, excusez-moi? De prototyper sur Oui, du de NB-IoT? prototyper. Est-ce que vous avez des prototypes, des solutions de prise en main facile des technologies chez SFR? Alors, aujourd'hui, on a été chercher un fournisseur qui est hors de la France, puisque comme on était les seuls à avoir un réseau NB-IoT en France, on avait quand même du mal à trouver des fournisseurs. Par contre, on a un lab, on a un showroom où le NB-IoT est déployé. Et donc, c'est quelque chose, si vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de souci pour faire du prototypage sur du NB-IoT et potentiellement aussi avoir le soutien de certains spécialistes chez nous qui pourraient aider. Ouais. Ok, merci. Et le LTM aussi. Hein. Une dernière question peut-être? Sinon, on va conclure. Non. Bah, merci beaucoup Valérie pour cette Mais merci à vous pour votre présentation. attention. Merci.